C'était une nuit étouffante de juillet 2025, où la chaleur collait à la peau même à 2 heures du matin. Thomas Roland, un routier de 45 ans au visage buriné, à la barbe broussailleuse et aux yeux bleus fatigués, conduisait son vieux camion MAN de 2017 sur la 71 près de Bourges. Il transportait une remorque frigorifique vide de Tours à Clermont-Ferrand. Après 14 heures de route, son dos le faisait souffrir, ses yeux piquaient, et le ronronnement du moteur l'engourdissait. Il avait besoin d'une pause. À quelques kilomètres de Bourges, une pancarte délavée indiquait une aire de repos. Aire de la Châtre ouverte 24/24. L'endroit semblait désert, bitume fissuré, herbe sèche, un lampadaire vacillant et une caméra de surveillance clignotant en rouge. Thomas s'arrêta au bout du parking, coupa le moteur. Le bourdonnement de l'unité de refroidissement de la remorque vibrait doucement, bien qu'elle soit vide. Il l'avait vérifié à Tours, fermé à clé, rien dedans. Alors pourquoi cet endroit lui donnait-il la chair de poule, comme si quelque chose l'observait? Thomas descendit, l'air lourd et moite, chargé d'une odeur de poussière et d'un relent aigre, peut-être du fruit pourri. Il s'étira, ses bottes crissant sur le gravier, et jeta un œil à la remorque blanche, luisante, cadenassée. 20 ans de route lui avaient appris à ignorer les histoires de fantômes routes hantées, autostoppeurs étranges, mais ce silence était oppressant, l'obscurité trop dense. Il prit une canette de soda dans la cabine, l'ouvrit et s'adossa au camion pour se détendre. C'est alors qu'un bruit sourd résonna depuis la remorque. Il se figea, la canette à la main, le cœur battant. Bang, bang, bang. C'était lent, comme si quelqu'un frappait fort. Mais la remorque était vide. Il l'avait verrouillée lui-même. D'où venait ce bruit? Thomas posa la canette, les mains tremblantes, et s'approcha de la remorque. Les coups s'intensifièrent, l'air devenant plus lourd malgré le froid à l'intérieur. Il colla son oreille contre la porte métallique glaciale au toucher. Bang, bang. On aurait dit des poings s'acharnant de l'intérieur. Y à quelqu'un, cria-t-il, la voix mal assurée. Pas de réponse, juste les coups, résonnant dans sa poitrine. Un animal, peut-être? Mais le cadenas était intact, la porte scellée. Il attrapa sa lampe torche, le faisceau tremblant, et inspecta la remorque. Rien, pas de rayures, pas d'ouverture, juste la porte verrouillée et des taches sombres sur le bitume, comme du vieux sang. Soudain, les coups cessèrent. Le silence était pire, l'air épais, la nuit vivante. Thomas recula, respirant vite, jetant un regard à la caméra, son voyant rouge clignotait, l'observant. Il voulait partir, mais si quelqu'un était coincé à l'intérieur? Et si ce n'était pas humain? Il sortit ses clés, en sueur, la chaleur le rendant nauséeux. Il déverrouilla le cadenas, les mains glissantes, et ouvrit les portes. Un souffle d'air glacé s'échappa, formant un brouillard dans la chaleur, mais la remorque était vide, rien que des parois métalliques luisantes. Les coups avaient cessé, mais il entendit pire, un murmure, une voix de femme, faible, venant de l'intérieur. « Aidez, moi !» murmura-t-elle, si faible qu'il douta l'avoir entendue. Son estomac se noua, sa lampe tremblant alors qu'il balayait l'intérieur, toujours rien. Il referma les portes, les verrouilla à la hâte et courut à la cabine, le cœur battant. L'air était plus lourd, l'odeur aigre plus forte, la nuit plus sombre. Quelle était cette voix? Et pourquoi ses mains tremblaient-elles? Thomas grimpa dans la cabine, verrouilla les portes et démarra, prêt à fuir. Mais un regard dans le rétroviseur le figea. Sous le lampadaire, une femme se tenait derrière la remorque, vêtue d'une blouse d'hôpital, les cheveux mouillés et filandreux, la peau pâle, luisante, comme gelée. Ses yeux noirs le fixaient. Thomas cligna des yeux, elle disparut. Il vérifia encore rien. Il écrasa l'accélérateur, le camion rugissant, et quitta l'air en trombe, la remorque brinque-ballant. Ses mains serraient le volant, son esprit s'emballait. Cette remorque était vide, il l'avait vérifié. Qui était cette femme, et pourquoi semblait-elle morte? Il roula 80 km jusqu'à la prochaine aire, le cœur toujours affolé, la chaleur insupportable. L'image de la femme, son visage pâle, ses yeux noirs, la blouse ne le quittait pas. Il appela la sécurité de l'air, la voix tremblante, demandant à vérifier les caméras. L'agent, désintéressé, accepta. 1 heure plus tard, il rappela, la voix changée, apeurée. « Monsieur, les images montrent une femme en blouse d'hôpital sortant de votre remorque à 2h15. Elle a regardé autour, puis disparu. » Le sang de Thomas se glaça. « Impossible, dit-il. Ma remorque était vide, verrouillée, j'ai vérifié. »
L'agent resta silencieux, puis ajouta « Vous n'êtes pas le premier. L'an dernier, une infirmière a été assassinée près de cette aire. Son corps a été jeté dans une remorque frigorifique comme la vôtre. On n'a jamais trouvé le tueur. » Thomas raccrocha, les mains tremblantes, la cabine soudain glaciale malgré la chaleur extérieure. Qu'avait-il entendu? Et pourquoi sentait-il qu'elle était encore là? Thomas continua à conduire, mais le froid ne le quittait pas. Un mois plus tard, il quitta le métier, hanté par les cauchemars, son visage pâle, ses yeux noirs, les coups. Il déménagea dans les Alpes, loin de la 71, espérant oublier. Mais chaque été, les routiers sur cette autoroute parlaient sur la CB d'un bruit de coups dans leur remorque, près de cette aire. Ils entendaient bang, bang, bang même vide. Certains vérifiaient les caméras et la voyaient. Une femme en blouse, sortant, fixant l'objectif, puis disparaissant. D'autres juraient entendre un murmure « Aidez-moi », glacial à travers le métal. L'air est toujours là, déserte la nuit, mais les routiers l'évitent après minuit. On dit qu'elle attend, prisonnière du froid, frappant pour sortir, ses yeux noirs cherchant le prochain chauffeur à s'arrêter. Serez-vous celui qui l'entendra? Story number 2. La voix sur la CB. C'était une nuit glaciale de janvier 2025, où le froid mordait jusqu'aux os, même dans la cabine. La neige tombait drue, transformant la 43 en un tunnel blanc à travers les Alpes près de Chambéry. Jacques Millet, un routier de 38 ans au visage rude, aux yeux bruns fatigués et à la barbe en broussailles, transportait un chargement de bois de Grenoble à Annecy. Son Renault T de 2019 grondait dans la tempête, la cabine chaude mais imprégnée d'une odeur de bottes mouillées et de résine de pin. 12 heures de route avaient raidi ses mains sur le volant, ses épaules douloureuses à force de lutter contre les routes glissantes. Les essuie-glaces battaient à peine la neige, l'horloge du tableau de bord affichait 1h30. Dehors, tout était flou, les cimes des montagnes à peine visibles à travers le blizzard. La radio jouait du vieux rock, mais le signal s'évanouissait en grésillement. Jacques aimait la solitude des longues routes, mais ce soir, quelque chose clochait. Le vent hurlait comme une bête, secouant le camion, et le silence entre les rafales était trop pesant. Il marmonna « Sacrée nuit !» Puis, sa CB crépita, une voix claire et amicale perçant la tempête. « Et, chauffeur, attention du verglas sur le virage devant. Ralentis !» Jacques sursauta, son pied relâchant l'accélérateur. Qui était ce? La CB était muette depuis des heures. Il scruta la neige, la route glissait légèrement dans le virage. Il agrippa le volant, stabilisa le camion et murmura un « merci », tremblant dans le micro. Mais silence. La voix s'interrompit, le grésillement disparut. Il changea de canal, appela « Hé, t'es là ?» Rien. La fréquence était morte. Aucun camion n'était sur ce canal ce soir-là. La cabine devint glaciale, l'odeur de pain cédant à quelque chose de rance, comme de la terre humide. Que s'était-il passé? Et d'où venait cette voix? Jacques continua, la neige s'épaississant, les essuie-glaces peinant. Il repensait à la voix chaleureuse, familière, comme un vieux collègue. Mais la route était déserte, pas de phare, juste la tempête. Il augmenta le chauffage, la cabine se réchauffant, mais le froid persistait dans sa poitrine. Un écho radio, peut-être, dans ce mauvais temps? Il connaissait ces histoires des CB captant des signaux étranges, mais celle-ci semblait trop réelle, trop précise. Le virage était passé, le verglas derrière, mais l'angoisse montait. Il jeta un œil à la dashcam, son voyant rouge clignotant. Si la voix était réelle, elle serait enregistrée. Il vérifierait plus tard, se dit-il, se concentrant sur la route. Le vent hurlait plus fort, les rétroviseurs vibraient, la neige ralentissant son allure. La cabine clignota brièvement, l'odeur rance s'intensifiant, la nuit oppressante. Pourquoi cette voix semblait-elle si proche, comme si elle était assise à côté? Vers 3h45, Jacques s'arrêta dans une aire près d'Aix-les-Bains, la neige s'adoucissant, le parking encombré de camions enfouis sous la poudreuse. Ses mains étaient engourdies, ses jambes raides, mais son esprit restait sur cette voie. Il gara, coupa le moteur, le silence assourdissant. La cabine était trop calme, l'odeur rance plus forte, comme si quelque chose s'y était glissé. Il prit son thermos de café, sa chaleur réconfortant ses doigts, et sortit son ordinateur pour vérifier la dashcam. L'écran s'alluma, montrant le blizzard, les essuie-glaces, le virage. Il monta le son, écoutant attentivement. Le vent hurlait, le moteur ronronnait, les pneus crissaient sur la glace mais pas de voix. Rien. L'avertissement sur le verglas n'existait pas.
Son estomac se noie, le café devenant amer. Il rembobina, rejoua, même résultat. La dashcam capturait tout, mais la voix qu'il avait sauvée avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Ses mains tremblèrent, l'ordinateur glissant légèrement. Comment était-ce possible? La cabine devint plus froide, l'odeur rance l'enveloppant, la nuit plus sombre. Que signifiait ceci? Et pourquoi la cabine semblait-elle retenir son souffle? Jacques, abasourdi, sortit dans l'air glacial, la neige crissant sous ses bottes, et entra dans le restaurant de l'air. L'endroit sentait la graisse et le café brûlé, quelques routiers attablés. Il repéra Henri, un vétéran de 30 ans de route, sirotant un café noir. Jacques s'assit à côté, montrant la vidéo. « Henri, t'as déjà entendu des trucs bizarres sur la 43 ? Une voix sur la CB qui n'est pas là ?» Henri plissa les yeux, sa tasse en suspens. « Tu parles du virage près du kilomètre 187 ? Il y a 10 ans, un gars, Édouard Lemaire, est mort là-bas. Verglas, son camion s'est retourné, l'a coincé dedans. Il criait sur la CB, mais le signal a coupé. On l'a retrouvé gelé, le micro à la main. Certains disent que son fantôme hante ce tronçon, avertissant les chauffeurs, coincés dans une boucle. » Le sang de Jacques se glaça, la chaleur du restaurant s'évanouissant. Édouard Lemaire ? Une légende de routier, une histoire de fantôme. Mais là, ça frappait autrement, l'odeur rance liée à cette mort gelée. La cabine semblait hantée, la dashcam menteuse, la nuit témoin. Qui était Édouard, et pourquoi l'avait-il sauvé? Jacques remercia Henri, l'esprit en ébullition, et retourna au camion. La neige avait cessé, les étoiles perçaient, mais le froid le suivait. Il grimpa dans la cabine, l'odeur rance plus forte, les lumières clignotant brièvement. Il testa la CB, grésillement, puis silence. Il roula vers Annecy, la route dégagée, mais l'angoisse persistait. Chaque kilomètre semblait observé, les montagnes menaçantes, la nuit murmurante. Il livra le bois, rentra chez lui dans la Drôme, l'air alpin remplaçant la neige. Mais la voix le hantait, amicale, salvatrice, disparue. Un mois plus tard, il quitta le métier, les autoroutes trop étranges, le silence trop fort. Il prit un emploi dans un entrepôt, s'installa dans un village, essayant d'oublier. Mais chaque hiver, sur la 43, les routiers parlaient sur la CB. Ils entendaient une voix la nuit, claire, et « Chauffeur, attention, verglas devant !» Ralenti. Puis, silence, la fréquence morte. Les dashcams ne captaient rien, juste le vent. Certains ressentaient un froid, une présence, l'air rance, comme si Édouard était là. Un soir de février, Jacques était chez lui, le feu crépitant, le village calme. Il avait gardé sa vieille CB, un souvenir poussiéreux. Une impulsion ou une peur le poussa à l'allumer. La pièce devint froide, le feu vacilla, l'air rance. La CB grésilla, puis un bourdonnement lointain, comme un moteur. La voix amicale perça. « Hé, chauffeur, attention !» Elle s'éteignit, la fenêtre givrée, le bourdonnement persistant. Jacques lâcha le micro, le cœur battant, la pièce glaciale. Il n'avait pas conduit, n'avait pas bougé, mais la voix l'avait trouvé. Il débrancha la CB, la jeta, mais la nuit suivante, le bourdonnement revint, faible à travers les murs, l'air froid, le givre s'étendant. La dashcam mentait, l'avertissement du fantôme, la boucle infinie, tout le suivait. Édouard hante-t-il encore la 43, sa voix prisonnière, sauvant les chauffeurs pour les entraîner dans son enfer gelé? Jacques échappera-t-il jamais à ce froid qui vit chez lui? Story number 3. Le convoi fantôme. C'était une nuit calme et sèche du mercredi 28 mai 2025. L'air frais du désert apaisé à 23h30. Michel Torres, un routier de 42 ans au visage marqué, aux yeux verts perçants et aux mains calleuses, transportait des tuyaux de cuivre de Carcassonne à Albi sur son Renault T680 de 2020. La cabine sentait le métal et le café froid d'un thermos. Après 10 heures de route, son corps était las, mais son esprit vif, le désert des Corbières s'étendant à perte de vue, sable, genévrier, un ciel étoilé. La route était déserte, pas de phare, juste le ronronnement du moteur brisant le silence. Michel aimait l'isolement, mais ce soir, quelque chose clochait. L'air était trop immobile, l'obscurité trop épaisse, comme si le désert retenait son souffle. Il ajusta sa prise sur le volant, l'horloge affichant 23h47, et murmura « Bientôt arrivé ». Puis, il les vit 5 camions alignés devant, roulant en parfaite synchronisation, sans phare, leur forme noire contre la nuit. Son cœur s'emballa.
Pas de lumière? Ici. Il ralentit, plissant les yeux, l'air devenant lourd. Que faisait-il, et pourquoi semblait-il si étrange? Michel se frotta les yeux. Pensant à un mirage, la chaleur pouvait jouer des tours, même la nuit. Mais le désert était frais, l'air sec. Il saisit ses jumelles, le moteur ronronnant, et observa. Le convoi était réel, 5 camions, alignés, roulant comme un seul, sans bruit, glissant sur l'asphalte. Les cabines étaient sombres, les remorques indistinctes. Il ne voyait pas de chauffeur, les vitres comme des trous noirs. La CB restait muette, pas de signal. Un frisson le traversa, l'odeur métallique mêlée d'une poussière fine, la nuit oppressante. Il envisagea de les dépasser, mais une peur instinctive l'arrêta. Il suivit à distance, le convoi roulant à 90 km/h. La route s'étirait, des kilomètres de vide, les étoiles s'effaçant sous des nuages. Il les suivit longtemps, l'air sec, le silence inquiétant, le convoi imperturbable. Puis, à un carrefour marqué par un panneau rouillé, ils disparurent. Pas de virage, pas de bruit, juste parti. Il freina brutalement, le camion dérapant, son souffle coupé. Il sauta dehors, lampe torche en main, balayant le sable. Pas de traces, rien. Son pouls s'accéléra, la nuit plus froide, le désert vide. Comment avaient-ils disparu, et où étaient-ils allés? Michel resta au carrefour, le faisceau de sa lampe tremblant sur les chemins de terre intacts, sans traces. Son esprit s'emballait. Une hallucination? Un jeu de l'ombre? Mais il les avait suivis des kilomètres, vu chaque détail, leur forme, leur synchronisation, comme une bête unique. Il vérifia sa montre minuit 17 et remonta dans la cabine, les mains moites. L'odeur poussiéreuse persistait, la cabine plus étroite, la nuit plus lourde. Il redémarra, le moteur rassurant, et roula vers Albi, le carrefour s'effaçant. Mais l'angoisse restait, le désert observant. Il nota la distance, 30 km depuis le convoi. Il vérifierait plus tard, se dit-il, chassant l'étrangeté. Qu'avait-il vu? Et pourquoi semblait-il piégé dans quelque chose d'inextricable? L'arrivée à Albi prit 1 heure, la route s'élargissant, les étoiles réapparaissant. À 1h30, Michel s'arrêta dans une aire, le parking à moitié plein. Ses mains étaient raides, ses jambes lourdes, mais son esprit restait sur ses camions. Il gara, coupa le moteur, le silence résonnant. La cabine semblait différente, l'odeur poussiéreuse plus forte, comme si du sable s'était infiltré. Il prit son carnet et son ordinateur, vérifia le GPS. L'écran afficha son trajet Carcassonne à Albi, mais les 30 km du convoi n'y étaient pas. Le journal indiquait qu'il était garé depuis 23h45, immobile. Son estomac se noua, la cabine glaciale, l'odeur poussiéreuse l'enveloppant. Il revérifia, même résultat. Ses kilomètres avaient disparu. Ses mains tremblèrent, l'ordinateur glissant, la nuit plus sombre. Comment le GPS pouvait-il mentir? Il avait conduit, senti chaque kilomètre, vu le carrefour. Que signifiait ceci? Et pourquoi le désert semblait-il se moquer de lui? Michel chercha des réponses. Il sortit dans la nuit fraîche, le gravier crissant, et entra dans le restaurant de l'air. L'endroit sentait les œufs frits et le pain rassis, quelques routiers attablés. Il repéra Louise, une serveuse aux yeux fatigués, versant du café. Il s'installa, montrant son GPS. « Louise, t'as entendu parler de trucs bizarres sur la route Carcassonne-Albi? Des camions sans phare ?» Elle s'arrêta, le visage pâle. « T'as vu le convoi fantôme, hein? Dans les années 80, une tempête de sable a frappé ce tronçon, 5 camions ont été ensevelis. Les chauffeurs transportaient des provisions, perdus, enterrés vivants par le vent. On dit que leurs camions errent, sans lumière, sans bruit, coincés pour toujours. Les routiers les voient parfois, disparaissant. Ça porte malheur. » Le sang de Michel se glaça, la chaleur du restaurant s'évanouissant. Enterrés vivants? Il connaissait la légende des fantômes du désert mais n'y croyait pas. L'odeur poussiéreuse, les kilomètres absents, le convoi silencieux tout s'imbriquait. La cabine semblait hantée, le GPS traître, la nuit un piège. Qui étaient ces chauffeurs, et pourquoi l'avaient-ils guidé? Il remercia Louise, l'esprit en tumulte, et retourna au camion. Le parking était calme, les étoiles brillantes, mais le froid le suivait. Il grimpa dans la cabine, l'odeur poussiéreuse plus forte, les lumières clignotant. Il testa la CB, grésillement, silence. Il livra les tuyaux à Albi à 3 heures, l'aube pointant à l'horizon.
Mais l'angoisse persistait, les formes sombres du convoi gravées dans son esprit. Il rentra chez lui à Toulouse, l'air sec, la nuit s'effaçant. Chaque kilomètre semblait observé, les montagnes silencieuses, le sable murmurant. Un mois plus tard, il quitta le métier, le désert trop étrange, le silence trop fort. Il prit un emploi dans un entrepôt, s'installa dans un quartier calme, essayant d'oublier. Mais le souvenir restait, le convoi fantôme hantant ses rêves. Chaque printemps, les routiers sur ce tronçon parlaient sur la CB. Il voyait 5 camions sans phare, roulant en synchronisation, disparaissant au carrefour. Certains suivaient, comme Michel, et ne trouvaient aucune trace. D'autres vérifiaient leur GPS kilomètres absents, journaux indiquant un arrêt. Quelques-uns ressentaient un froid, entendaient un bourdonnement, l'air poussiéreux, comme si les chauffeurs enterrés étaient proches. La route restait calme la plupart des nuits, mais les routiers l'évitaient après la tombée du jour. On disait que le convoi fantôme errait, des âmes perdues roulant pour toujours, attirant d'autres dans leur tombe sableuse. Le jeudi 29 mai 2025, Michel était chez lui, l'horloge affichant 17h02, heure du Pakistan étrange, sa vieille CB synchronisée sur un réglage global. La pièce était chaude, le soleil déclinant, mais un frisson le traversa. Il avait gardé la CB, un vestige poussiéreux. Une impulsion le poussa à l'allumer. La pièce devint froide, le soleil faiblissant, l'air poussiéreux. La CB grésilla, un bourdonnement lointain, comme des moteurs. Une voix basse perça. « Chauffeur, reste en arrière, nous sommes perdus. » Elle s'éteignit, la fenêtre embuée, le bourdonnement persistant. Michel lâcha le micro, le cœur battant, la pièce glaciale. Il n'avait pas conduit, n'avait pas bougé, mais la voie l'avait trouvé. Story number 4. Les feux rouges dans le champ de maïs. C'était une soirée moite du mercredi 28 mai 2025. L'air chargé d'odeurs de terre et de maïs alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Samuel Cartier, un routier de 35 ans, mince, aux yeux noisettes fatigués et à la casquette usée, transportait des conserves de Poitiers à Angoulême. Son Volvo VNL de 2018 ronronnait sur une route secondaire, la cabine imprégnée d'une odeur de diesel et de la douceur d'une canette d'énergie vide. 8 heures de route avaient raidi son dos, ses mains fermes sur le volant, un détour forcé par un barrage sur la 10. Le GPS l'avait envoyé sur cette route étroite, bordée de champs de maïs s'étendant à perte de vue sous la lumière déclinante. L'horloge affichait 19h45, le ciel violet, les étoiles perçant doucement. Samuel aimait les routes solitaires, le calme réconfortant, mais ce soir, l'air était lourd, les champs trop immobiles, comme en attente. Il monta la radio du rock doux grésillant, mais cela n'apaisait pas la tension. Puis, il les vit des feux rouges, s'éloignant de la route, s'enfonçant dans le champ de maïs à droite. Son cœur bondit. Un véhicule ? Ici. Il ralentit, scrutant à travers le pare-brise, l'air plus pesant. Que faisaient ces feux ? Et pourquoi entraient-ils dans le maïs ? Samuel ralentit encore, les pneus crissant sur le gravier, les tiges de maïs dressées comme un mur vert dans le crépuscule. Les feux brillaient plus fort, 2 cercles parfaits, oscillant doucement, comme attachés à un véhicule mais hors route, glissant entre les rangs, les tiges s'écartant en silence. Il se frotta les yeux, pensant à un jeu de lumière, mais les feux persistaient, constants, étranges, s'enfonçant dans le champ. Peut-être un tracteur ? Des gamins ? Mais la route était vide, pas de traces, pas de bruit de moteur, juste le froissement des maïs dans la brise. Il saisit sa lampe torche, le faisceau vacillant, visant le champ. Les feux continuaient, à 50 mètres, projetant des ombres à travers les tiges. Son instinct lui criait de partir, mais une curiosité ou autre chose le tira hors de la cabine. Il posa le pied sur le gravier, l'air chaud mais glaçant sa peau, le chant murmurant. « Y à quelqu'un » cria-t-il, sa voix avalée par la nuit. Pas de réponse, juste le froissement, les feux oscillants, ailes verticales. Que voyait-il, et pourquoi semblait-il l'appeler ? Samuel avança vers le champ, le faisceau de sa lampe tremblant, les tiges de maïs le frôlant comme des doigts. Les feux s'arrêtèrent, flottant entre les rangs, leur lueur pulsant, presque vivante. Il se figea, le souffle court, l'air chargé d'une odeur de terre humide et d'un relent aigre, comme de la pourriture. Il balaya la lumière, pas de véhicule, pas de traces, juste les feux flottants, impossible. Son cœur cognait, le froissement s'amplifiait, des murmures indistincts résonnant dans le champ. Il recula, le gravier crissant, les feux se remettant à bouger, plus loin dans le champ. Non, JMP Elemente.